l'aurez rectifié, bien évidemment, c'est en Corée du Sud que se trouve actuellement François Hollande. Bonjour Romain Mouton. Bonjour Christophe. Conseiller en communication, agence RM Conseil. Muriel Rus, bonjour. Fondatrice du mouvement Les Femmes Avec. Dominique de Montvalon, bonjour. Journaliste, éditorialiste, et c'est un plaisir de recevoir Jean-Christophe Gagnaire, bonjour. Fondateur de Zénon 7 Public Affaires. Alors, vous venez d'écouter le chef de l'État, François Hollande, l'ex-chef de l'État en exclusivité. Je vous propose de nous remettre un peu dans le contexte de ce retour et de ce face-à-face à distance, quoique avec Emmanuel Macron. Souvenez-vous, le 22 août, partons ensemble à Angoulême. J'avais hérité d'une situation très difficile, qui était celle de la crise. Et puis mon successeur a une situation meilleure, mais tant mieux. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il en fasse le meilleur usage. Parce qu'il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Et 2 jours plus tard, c'est Emmanuel Macron passablement énervé qui brise une promesse de campagne. Nous sommes en Autriche. Quel est ton taux de chômage, Christiane, aujourd'hui? 5.4. L'Autriche, qui est autant victime que nous du travail détaché, a presque 2 fois moins de chômage que nous. La réalité, c'est que la France est la seule grande économie européenne qui n'a pas gagné face au chômage de masse. Ce niveau est élevé, mais depuis 30 ans, nous avons cette maladie du chômage de masse. C'est ça le problème français. Alors, il y a une suite, et la suite, c'est dans quelques instants, puisque la suite, c'était cette nuit, et notamment au micro de Cyril Adrians, pour ce reportage que vous pourrez suivre en exclusivité ce soir, bien évidemment. Mais là, sur ce contexte, quand on disait que ce match à deux, enfin match à distance, match des images, match de la com, il est là, il est présent depuis cet été, et on se demande pourquoi François Hollande veut revenir à ce point. Il veut revenir parce qu'en finalement, il n'a jamais quitté la scène. Il faut se rappeler quand il est sorti de l'Élysée, il n'est pas allé se promener, rentrer à sa maison tranquillement comme d'autres l'auraient fait à l'époque, sous les sifflets ou sous les applaudissements. Et il est allé rue de Solferino tenir un meeting privé, on pourrait appeler ça un meeting privé, comme une espèce de retour à la normale. Je pense qu'effectivement, il a signé ce jour-là le fait qu'il ne voudrait pas quitter la scène politique. Et il se sert finalement d'une sorte d'inimitié, son ex-protégé, son ex-préféré, qui éreinte son bilan, qui réagit parfois, mais de temps en temps aussi. Qu'il l'a fait encore dimanche soir lors de l'entretien. Sans le citer d'ailleurs, parce que finalement il l'ignore maintenant, alors il oscille entre ces deux aspects. Et finalement, lui, il en profite, parce que finalement on ne lui pose pas de questions sur son bilan. Il intervient peu sur son bilan. Si vous dévoilez pas trop ce qu'il va se dire ce soir, on n'a pas l'impression qu'il va en parler trop. Il va le faire dans un livre où évidemment il y aura une forme d'autosatisfaction. Vous allez voir dans quelques instants, il en parle un peu. Voilà, donc ça le démange. Mais il n'a jamais quitté, ce qui est assez original. Alors, il n'a jamais quitté la politique, il n'a jamais quitté l'envie, l'image de François Hollande, la com de François Hollande aujourd'hui. Quelle est-elle ? Il envoie des cartes postales. Excuse-moi Dominique, il envoie des cartes postales en permanence. On l'a vu cet été avec la photo avec Julie Gaillet devant un restaurant. Et c'est des petites cartes postales de communication. Mais il faut juste se rappeler aussi quand même qu'il n'a pas pu se présenter, qu'il a été balayé par son propre camp. Et on a l'impression aujourd'hui, et c'est la magie des chaînes d'information, c'est la magie de la com, c'est que François Hollande est presque un homme neuf. C'est un président qui a été mis à la porte par les Français, par son propre parti, par ses propres militants, et dont les Français n'ont plus voulu. Et aujourd'hui, il y a certes un atout communication pour François Hollande qui est, on peut tout dire dans l'opposition, et on peut tous se faire pardonner, puisque par définition, on n'est pas au pouvoir et on n'a pas les cordons de la décision. Mais Emmanuel Macron reste le président en place, et en termes de communication, aura toujours cet inconvénient de ne pas pouvoir dire tout et n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui, François Hollande peut dire tout et n'importe quoi, remettre du blanc sur son bilan et finalement faire oublier des choses que les Français n'ont plus voulu. C'est intéressant ce que dit Romain, parce qu'il y a aussi toujours cette espèce de bâton comme quoi Emmanuel Macron, président aujourd'hui en exercice, a fait partie du gouvernement de François Hollande. Et on a l'impression que ça s'agite quand même, ce petit bâton au-dessus de la tête du président, et que François Hollande en joue.
Bon, moi, je trouve qu'il est rentré dans un processus logique de reconversion que pratiquent tous les présidents après avoir quitté leur fonction. Il le fait assez rapidement en étant rémunéré, je trouve quand même. Sa première intervention est déjà rémunérée, donc il est déjà rentré dans un processus de... On va y revenir, il s'en explique d'ailleurs. Économique fort pour lui. Ce qui est étonnant avec François Hollande, c'est que son autocritique est toujours d'autosatisfaction. Il est toujours content de lui. Et ce que je note dans le reportage que vous avez montré, c'est la réaction d'Emmanuel Macron, qui est toujours, dès qu'on s'oppose à Emmanuel Macron, il a ce côté virulent de contre-vérité. Oui, mais il y a vraiment un match prégnant, parce que comme on le disait dimanche, il attaque François Hollande. Ouais. Là, ce que vous avez vu en Autriche, c'était la première fois où Emmanuel Macron dérogeait à la règle qui s'était fixée pendant la campagne. Je n'interviendrai pas sur des affaires françaises hors de nos frontières. Donc, Hollande le démange. Et il le fait assez violemment, hein. Sa façon d'interpeller pour obtenir les chiffres, c'est pas lui qui les annonce, il demande à l'autre de les annoncer. Ça sent la belle préparation d'ailleurs. Il est toujours dans sa posture quand on contredit. J'ai entendu, mais c'est la dimension de Romain, la dimension un peu provoque de Romain qui présente, si j'ai bien compris, à un moment de l'analyse, François Hollande comme un homme neuf. Je n'irai pas jusqu'à cette audace. L'image d'un président peut-être en renouveau, alors. Écoutez, on a su, dès qu'il a été battu, qu'il était déjà extrêmement impatient. Impatient de revenir, incapable à certains égards de prendre un peu de distance. Je ne sais pas, 9 mois, 1 an, que dis-je, c'est pas énorme, etc. Et puis, au fond, en plus de cela, en plus c'est un homme qui n'a jamais vécu que dans la politique et pour la politique. Ça devient... C'est même un peu poignant. Le message subliminal, c'est... attendez, le PS va peut-être très mal, mais comptez sur moi. Oui, c'est un fait. Mais comptez sur moi. Le subliminal, c'est comptez sur moi, je suis là, etc. Il y a un double... face à Macron et face à Mélenchon. On n'a pas prononcé le nom de Mélenchon, il faut le dire aussi. Il veut barrer aussi la route à Mélenchon qui aspire à devenir le patron. Non, il y a quelque chose d'assez extraordinaire et en tout cas, il y a une amertume transparente de Hollande face au fils prodigue dont il avait à un moment pensé faire, dans un second mandat de lui, Hollande, son Premier ministre. Enfin, oui. C'était très sérieusement... Et éventuellement à doubler en tant que successeur au bout de 2 mandats. Bon. Mais alors, il repeint tout ça avec une petite couleur Hollande. Je ne sais pas, c'est quoi? C'est l'orange? Est-ce que vous voulez, cher Dominique, et cher vous, bien évidemment, une autre couche, justement, de peinture? On va parler dans quelques instants de cette fameuse conférence rémunérée. Vous entendrez d'ailleurs les explications passées du chef de l'État sur la question. Mais toujours dans ce document de Cyril Adrien, ce que vous pourrez suivre ce soir, il y a justement d'autres confidences de François Hollande. Et comme vous parliez de bilan tout à l'heure, je vous propose le bilan de l'ex-président. Je pense qu'aujourd'hui, mon rôle n'est pas de revenir sur le passé. J'ai fait ce que je devais faire comme président, à des moments particulièrement difficiles pour notre pays. Vous pouvez être fier de votre bilan, car il faut toujours parler de son propre bilan, car il est possible que d'autres ne le fassent pas. Donc, votre bilan est considérable. Mélange effectivement de cette interview exclusive et de cette conférence hier en Corée du Sud, le bilan. Et là, en matière de com', on a l'impression que c'est l'élément de poids. C'est l'élément de poids parce qu'il lui-même sait très bien que son bilan est quand même pas extraordinaire, que le président de la République ne fait que le souligner, c'est-à-dire que finalement, il ne parle que de François Hollande. Enfin, je veux dire, son prédécesseur, le mandat précédent, c'est un petit peu cette bagarre, ce duel extraordinaire, vous en parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont pas prêts d'en finir, c'est-à-dire que finalement, Hollande va être là comme un poil à gratter, va le piquer. Le sparadrap sur le doigt du capitaine. À la fois avec Mélenchon et avec Macron, maintenant, il a ses 2 meilleurs ennemis. Son fils préféré, encore une fois, qui le maltraite, mais qui est finalement celui qui est sorti de la boîte au moment où il ne l'attendait pas. Il voulait en faire effectivement quelqu'un d'autre et il lui est passé devant, il l'empêchait de se présenter. L'amertume est extraordinaire, on le sent en permanence. Donc il y a une forme de revanche.
Et le bilan sera effectivement. Est-ce que c'est bon, justement, Jean-Christophe? Est-ce que c'est bon? Enfin, question à tous. D'ailleurs, sert vous à dites rien. revanche, amertume. En termes de com, quelle est la stratégie de François Hollande? Si ça se sent autant, c'est pas Parce forcément qu'en termes bon. de com, François Hollande n'est pas crédible dans ce rôle-là. Les Français savent très bien que François Hollande tape sur Emmanuel Macron parce qu'il est aigri, parce que de toute façon c'est un ancien président de la République avec un ego qui a besoin d'exister, qui a besoin de parler, qui ne sait faire que ça. Donc du coup, Il n'a toujours pas digéré le budget insincère de la Cour des comptes. Oui, mais c'est justement le sujet, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est obligé, pour faire de la pédagogie sur ses réformes, pour faire passer son budget et pour expliquer aussi la contrainte dans laquelle il est, c'est de parler du bilan de François Hollande. Parce qu'il ne faut pas oublier, et on n'est pas là pour faire la campagne d'Emmanuel Macron, mais qu'Emmanuel Macron et son gouvernement héritent d'une France dans un sale état. Et qu'à partir du moment où les caisses sont vides, où François Hollande a fait des promesses qui ne peuvent pas être tenues à la fin de son mandat uniquement parce qu'on lâche les chiens à la fin du mandat, Emmanuel Macron et son équipe sont bien obligés d'en parler parce qu'il faut expliquer, et en termes de communication, il fait de la pédagogie. Il n'est pas là pour taper sur François Hollande, il est juste là pour rappeler les Emmanuel faits. Macron, à vous écouter, fait de la pédagogie. Et alors, François Hollande, il fait quoi? Mais c'est assez pathétique quand même, François Hollande. Enfin, je ne sais pas, cette non-capacité qu'ont les hommes politiques à l'issue d'un bilan aussi peu glorifiant. Enfin, le PS est en déshérence totale. C'est assez pathétique quand même de vouloir toujours comme ça Pour la être petite histoire, devant d'ailleurs, un la certain nombre de scène. cadres du PS vont aller pointer à Pôle emploi parce qu'il y a des licenciements du côté de Solferino. Est-ce qu'à votre avis, c'est ça, justement, cette matière de communication et d'image que François Hollande veut voir disparaître, c'est-à-dire celui qui a quelque part mis le Parti socialiste dans cette situation-là? C'est pas en s'y prenant comme ça qu'il va y parvenir, je trouve. En étant dans l'autosatisfaction permanente sur son bilan, alors qu'on est tous d'accord pour dire que quand même cette fin de règne a été plutôt pathétique, pour reprendre le terme. Je pense que c'est pas le bon moyen. Ça va presque au-delà du bilan, je trouve que finalement, lui, il a un regard tellement positif sur sa personne. C'est-à-dire que je pense qu'il est au-delà. Il est au-delà. C'est-à-dire ce qu'il a fait, lui, et ce qu'il a incarné, lui. C'est-à-dire que la raison d'aller à l'extérieur et pas simplement s'en tenir à écrire un livre pour commenter le bilan, voilà, justement pour rester dans l'agenda médiatique ou éditorial en tout cas, d'aller consulter ceux qui sont en action aujourd'hui, parce qu'il le fait, c'est-à-dire qu'il pose là, il le fait savoir d'ailleurs. En fait, Il le fait beaucoup. Il le fait beaucoup, il le fait savoir. Et ça aussi, c'est intéressant. Il le fait savoir. Pourquoi il fait savoir ce qu'il fait? Je suis Pour toujours là et je pense qu'il y a aussi Macron. Enfin, je déjeune, je dîne, je rencontre tes collaborateurs entre guillemets et je viens m'immiscer à l'intérieur de votre équipe. Ça, c'est très vrai. C'est marrant parce que Nicolas Sarkozy, en son temps, l'avait écrit en disant, je vois toujours notamment Bruno Le Maire, les plus proches collaborateurs, voire ministres du président Macron. Tout le monde veut voir les gens autour de Macron, à commencer par il y a une François Hollande. situation qui est en même temps dangereuse, enfin pour François Hollande, dont on a compris qu'on allait le voir maintenant. On va voir le reportage ce soir dans son intégralité sur TF1, mais on a compris que dans les semaines et mois qui viennent, ça avait déjà commencé, on va le voir C'est le en lancement de permanence. campagne. C'est que, d'une part, il nous explique implicitement ou explicitement, mon bilan, il n'était pas si mauvais que ça, et même il était bon. Bon, c'est une chose. Et d'autre part, quand il se met à critiquer Macron, ce qui est logique, hein, on a compris, prenons par exemple la réforme de l'ISF. Au fond, l'implicite, en tout cas ce qu'entendent, me semble-t-il, beaucoup de téléspectateurs ou de Français quand ils apprennent ça, c'est il aurait mieux valu ne rien changer. Donc il y a le risque pour François Hollande qui un double risque. Avant, quand c'était moi, c'était mieux. Et d'autre part, je suis le tenant d'un socialisme, je pense qu'il le dit encore, d'un socialisme extrêmement conservateur. Hein, moins ça bouge, mieux c'est. Oui, mais qui les peut Français ont croire choisi. ça, Dominique, aujourd'hui? Pardon? Qui peut croire ça? Qui peut adhérer à ça aujourd'hui? Enfin, J'ai des doutes sur la... Mais est-ce que c'est pas ça Oui, c'est qu'il sa démarche, suggère? Oui. Est-ce qu'on peut parler de stratégie? Romain le notait, et puis vous avez entendu cette première déclaration de François Hollande, Angoulême, le 22 août, et il avait commencé notamment en présentant quelque part quasi officiellement Julie Gaillet en photo face à ce restaurant, photo prise par le restaurateur. Il y avait à chaque fois qu'Emmanuel Macron cet été mettait une carte postale, François Hollande en postait deux. Ça veut dire que la stratégie médiatique et de communication de François Hollande date de quand? Elle date pas d'aujourd'hui. Mais au-delà de la stratégie, je pense qu'on est, Et y a-t-il une stratégie depuis la fin aussi de Nicolas Sarkozy, on est dans une nouvelle ère de la Ve République où on a beaucoup d'anciens présidents, encore en exercice, qui sont des hommes vaillants, cérébrés, qui peuvent encore avoir une expression publique, qui sont en bonne santé, en tout cas apparente, et donc du coup qui ont
Des ex-présidents jeunes. C'est des ex-présidents jeunes qui ont juste besoin d'exister. Mettons-nous dans la psychologie d'un homme politique. Un homme politique a un ego surdimensionné. Un homme politique veut exister. Un homme politique veut être dans les médias. Un homme politique veut qu'on sache ce qu'il fait. Un homme politique veut plus que tout laisser une trace dans l'histoire. Ils ont peur d'être oubliés. Ils ont besoin que leur nom soit inscrit sur des plaques. Quand on voit que François Hollande a jusqu'au bout été, alors qu'il était qu'il avait été battu déjà à la Monnaie de Paris avec une plaque avec son nom pour faire une inauguration parce qu'il n'avait pas eu la passation de pouvoir. Bref, en tout cas, ils ont besoin de laisser leur nom. Et donc François Hollande, comme en son temps Nicolas Sarkozy, c'est juste une question d'ego. Et donc, au-delà même de la stratégie, ils ont besoin d'un bouquin, ils ont besoin qu'on parle d'eux, ils ont besoin de grands entretiens. Rappelons-nous l'interview avec Fogg, c'était la même chose. Moi, je crois pas. Je crois qu'il y a vraiment... C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a forcément cette nécessité-là. La 5e République du quinquennat, avec des hommes jeunes, forcément produit ça, produit une kyrielle. C'est pas le Conseil constitutionnel qui peut en lui seul les satisfaire. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui quand même tourne. Encore une fois, il faut se rappeler l'après-midi même du départ. Il va au PS. C'est pas innocent. C'est pas innocent lorsque c'est Emmanuel Macron qui devient président de la République. Et aujourd'hui, vous le disiez, il y a une forme de guérilla médiatique qui a comme objectif, finalement, de perturber, alors à tort ou à raison, c'est pas à nous de juger, l'agenda et l'expérience Macron. C'est-à-dire qu'il est là, il le fait, vous le disiez, au cœur de l'été. Il est là au cœur de l'été. Enfin, on ne le fait pas innocemment. Il le fait dans certains médias. C'est pas là aussi. Et là, c'est 2 jours après la grande première interview du président Macron à TF1. Donc ça veut dire qu'à mon avis, dans les heures à venir, ou demain, et on vous en parlera, il va y avoir, à mon avis, quelques porte-flingues du président, voire le président en déplacement, parce qu'il y a un thème sur la pauvreté tout au long de cette journée, qui devrait prendre la parole. Revenons quand même sur quelque chose qui s'appelle des conférences rémunérées. Alors justement, en Corée du Sud, François Hollande y participait, il était 1h30 ce matin, et contrairement à Nicolas Sarkozy, qui en 2008, vous vous souvenez, déclarait « Un jour, j'irai faire du fric », eh bien, lui, François Hollande, a dit ça. Ce que je dois faire, c'est être utile. Et comment être utile pour un ancien président? C'est porter ce que j'avais déjà lancé à travers le grand chantier de l'engagement, de faire qu'un certain nombre d'associations, d'initiatives qui travaillent pour le bien public puissent, en dehors de ce que peut faire l'État, être encouragées par des partenaires privés. Alors ça, c'était François Hollande avant cette nuit, avant justement cette fameuse conférence rémunérée. Écoutez, toujours au micro et devant la caméra de Cyril Adriens-Allemand. Moi, je suis invité dans des conférences internationales. Il peut arriver que certaines puissent être rémunérées. Ce sera le cas d'ailleurs en Corée, d'autres non. Et je fais en sorte qu'une partie de la rémunération aille à la Fondation. C'était le principe que j'avais fixé. Je ne peux pas aller contre ce type de fonctionnement des conférences. D'ailleurs, le statut des anciens présidents l'exige. Mais je fais en sorte que ce qui peut être apporté dans le cadre d'une conférence puisse être utile dans le cadre de la Fondation. Romain Mouton, Dodeline, de la tête, bien évidemment, pendant ce sonore. Oui, parce que c'est tout ou rien. Moi, à titre personnel, ça ne me choque pas qu'un ancien président soit payé. Parce que là, on fait le zoom sur un ancien président de la République. Mais les anciens ministres, les anciennes personnalités sont payés. Il y a des organismes qui ont pignon sur rue avec des sites Internet. Et à cette conférence cette nuit, il était aux côtés d'Hillary Clinton. Voilà. Et tous les anciens chefs d'État dans le monde entier, les anciens ministres, etc., c'est une pratique traditionnelle. Les anciens chercheurs, etc., ou les chercheurs... c'est une prestation. Pour une prestation, il y a un montant. C'est pas choquant. Après, ce qui est gênant dans la communication de François Hollande, c'est déjà l'évolution avec le temps, premièrement, changement de braquet, et ce côté mal à l'aise, parce que finalement, il se rend compte que c'est des pratiques comme une autre, que 2, il a besoin d'argent, et qu'en plus de ça, c'est légitime d'être payé. Donc, du coup, il est sur un espèce d'entre-deux où là, il dit oui, je vais reverser une partie à la Fondation. Quelle partie ? Déjà, c'est combien? Du coup, on va l'interroger sur combien. Donc, du coup, il est en train de se cornériser sur un truc. Il ne répond pas. Combien vous allez donner exactement? Donc, du coup, on va devoir parler de montant. Et en plus de ça, on va dire après, mais pourquoi il donne que ça? Il aurait pu donner tout. Donc, bref, en termes de com, c'est un raté. C'est un raté en termes de com pour Romain Mouton. D'abord, quand je l'entends s'exprimer comme ça, un petit peu laborieusement sur ce sujet-là, je me souviens quand même du grand orchestre socialiste dont, sauf erreur, il était l'inspirateur général qui tapait... Enfin là, pardon, sur mes images s'entrechoquent. Mais enfin, le grand orchestre,
appelons ça autrement, contre Sarkozy à l'époque. Hein, il n'y avait pas de nuance ni quoi que ce soit. Mais je voudrais dire autre chose, c'est que je pense, même si, sans doute ne suis-je pas le seul, je suis assez dubitatif sur ses capacités de retour le jour venu, je suis absolument convaincu que lui y croit. Oui, enfin, je prends le risque de le dire. Je pense qu'il est convaincu que le moment venu, l'aventure ou l'expérience, enfin, ce sera quand même un quinquennat, Macron tournera court et que finalement, on fera les choses appel à lui. Alors, ça explique ce que vous décriviez, Christophe. Plutôt que le retour. La façon dont il ne doit pas dire j'encaisse la rémunération complète parce que il faut ménager l'avenir. Je suis dubitatif, mais lui, je suis persuadé qu'il pense que les planètes vont tourner et que ça lui reviendra. Mais... On le murmure encore une fois depuis son départ, ça aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait innocent. C'est-à-dire que ce bruit-là, cette musique-là, se fait entendre. Et finalement, effectivement, certains doivent la pousser. Ça, c'est une bonne opération de com, ce murmure, ce bruit-là. Exactement. Il y a une espèce de murmure. On lit sur les infos de ce matin qu'il met en garde sur la fiscalité allégée pour les riches et l'alourdissement pour les autres. Donc finalement, petit à petit, il pénètre à nouveau dans des thématiques... Il y a un marquage à la culotte quand même d'Emmanuel Macron. Oui, et puis là, il intervient politiquement. Il ne s'agit plus de dire... Et il est à l'étranger. Voilà. Je ne suis pas aussi seulement disponible, là, j'interviens. C'est pas directement rue de Rivoli dans son bureau. Il a une posture et il sait très bien qu'on va en parler de cette fameuse, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, conférence rémunérée, ou en partie rémunérée. Vous posiez tout à l'heure la question de la stratégie, Christophe. Moi, je pense que c'est une très mauvaise, une très ancienne, une très périmée stratégie. C'est ainsi que fonctionnaient les hommes politiques il y a quelques années. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, on se rende compte que l'événement Macron a changé la donne. On a voté pour Macron aussi parce qu'il y avait une nouvelle forme de personnalité, une nouvelle attitude, une nouvelle posture. Moi, je pense que c'est tout ce dont les Français ne veulent plus. Quand ils participent à des conférences internationales pour, soi-disant, faire partager son expérience, alors qu'en fait, il est en train de régler ses comptes personnels, c'est un manque de vérité sur la raison profonde de sa prise de parole. Et quand il n'est pas transparent sur sa rémunération, c'est aussi ce qu'on ne veut plus entendre. Il est dans un manque de clarté. Et aujourd'hui, la vérité et la clarté est quand même quelque chose que les Français attendent. Donc ils se trompent sur cette stratégie. En termes d'image, vous avez un président, alors sur d'autres sujets, notamment dimanche soir, qui parle cash, avec parfois un verbe un peu fleuri ou naturel, ou qu'on retrouve dans des dictionnaires, mais utilisé parfois... Très vert. Vert, voilà, très vert. Et d'autre côté, vous avez effectivement ces anciens mots, ces non-dits, ces ni-ni de François Hollande, et sur quelque chose qui touche les Français, la rémunération, bien évidemment. C'est une vieille façon de faire de la politique. Bien sûr, mais moi, je trouve. C'est une vieille façon de faire de la politique, je suis totalement d'accord, mais c'est parce que François Hollande a cette ambition, ou en tout cas veut faire croire qu'il peut revenir. C'est-à-dire que si, comme Tony Blair, ou comme pourquoi d'autres... ne pas alors dire... J'ai touché tant, parce qu'on va finir par le savoir, combien il a touché. Il y a deux façons de faire. Le seul problème, c'est combien j'ai reversé. Ça va être plus compliqué. Voilà, mais il y a deux façons de faire. C'est-à-dire, si on se disait François Hollande arrête la politique, et on était sûr qu'il arrêtait, il fait son business, il va faire ses conférences, il touche comme de l'argent. Comme Nicolas Sarkozy, on en a parlé sur les 2 premières conventions. Et tout le monde s'en fout, sauf qu'à partir du moment où ils veulent laisser croire qu'il peut revenir, mais comme Nicolas Sarkozy avait fait la même chose, c'est de copier-coller. Sarkozy, Hollande, c'est la petite musique du retour indéfini. Et d'ailleurs, il pourra revenir et il se prendra une baffe comme Sarkozy s'est pris une baffe, parce que les Français veulent du changement. Et donc l'oracle, rhum à mouton. Non, pas du tout, mais c'est pas une histoire d'oracle, c'est une histoire que les temps ont changé, on l'a vu avec Emmanuel Macron. Et donc là, le résultat, c'est que toucher de l'argent en voulant revenir en politique, effectivement, il y a le problème de la transparence. Ce n'est même pas que ça. Moi, je pense qu'il y a un rapport à l'argent qui n'est pas du tout assumé par certains hommes politiques. Regardez aujourd'hui cette façon de traiter Macron du président des riches. Enfin bon, je veux dire, on peut s'interroger aussi là-dessus. Le rapport à l'argent en France est quand même un vrai sujet. Restons, mes amis, dans la communication. Alors, je ne sais pas si vous avez tous regardé le journal de 20h hier et l'interview de Jean-Luc Mélenchon, mais il s'est passé quelque chose. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé chez Jean-Luc Mélenchon, je vous propose de regarder et d'écouter ça. Il faudrait être là tout le temps parce que la vie de l'Assemblée continue. Mais vous-même, journaliste, sauf erreur, la vie de l'actualité continue et pourtant vous prenez des vacances. Hein. Bon. Donc lâchez-nous un peu la grappe. On ne peut plus parler de rien parce qu'ils vous chopent un mot et vous le transforment en buzz. Leur but n'est plus de rendre compte, c'est de créer une actualité.
Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain... Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Mais non, on va l'ouvrir justement, notre petite bouche. Alors vous allez voir, hier, direction le plateau du 20h sur TF1, toujours Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a le fond, il y a la forme, il y a même le costume. Regardez. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Beaucoup de mesures de gauche annoncées hier. Bon L'élargissement de la participation, de l'intéressement dans les entreprises. La participation, c'est gaulliste. Bonne idée. Mais De Gaulle était également de droite et de gauche. Vous-même aussi, vous transgressez beaucoup de vocabulaire. Oui, mais beaucoup. moi, je n'insulte pas le peuple français, quand même. Vous insultez Manuel Valls, vous le traitez d'ignoble personnage. Vous dites que ceux qui ne votent pas pour vous vont cracher le sang. Vous dites que les militants de la République En Marche sont un ramassis. La bataille contre les ordonnances, elle est terminée. Il n'y a pas eu 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Vous l'avez perdue, cette bataille-là. Attendez, la bataille est en cours, mais j'accepte votre ironie piquante. Non, pas du tout. On ne peut pas dire qu'on est au mieux de notre forme. Et moi, j'appelle le mouvement social à se ressaisir. Parce que pour ce qui concerne la France insoumise, on a fait notre part du travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il est redevenu sénateur, on dirait. C'est vrai qu'il a quitté l'habit révolutionnaire, ou en tout cas du battleur de rue, et il est redevenu même jusque dans, on en parlait, une forme capillaire particulière. Je veux dire, il s'est métamorphosé. Une coupe de cheveux qui a changé, une couleur un peu aussi visiblement, un costume tout neuf. Exactement. C'est l'effet 20h ou c'est peut-être le nouveau Jean-Luc Mélenchon dans la communication et dans la stratégie ? En tout cas, il y a un besoin. Je veux dire, c'est pas lui qui a posé des difficultés ces derniers temps, c'est ses troupes non maîtrisées. Les insoumis qui se soumettent à certaines forces régulièrement, qui elles-mêmes ne sont pas tout à fait contrôlées. Je veux dire, les débordements de son équipe, de sa garde rapprochée, lui posent une difficulté. Manifestement. Donc, l'agenda de la rue n'a pas fonctionné. Et tout il ça le dit, il le reconnaît, mais il répond même pas aux questions piquantes. Pire, je pense qu'il est le principal faire-valoir de l'opposition. C'est-à-dire que, regardez, Valls, quand il veut se refaire une santé médiatique, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attaquer, ou en tout cas, il attaque Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, il est un faire-valoir pour celles et ceux qui, dans la galaxie Macron, en tout cas celles qui ont envie d'exister dans cet espace-là, veulent exister et veulent se trouver une base. Donc il a besoin aujourd'hui de corriger le tir sur lui-même, corriger le tir dans son équipe. Obono, Corbière, Garrido, tout ça, lui pose une difficulté très forte, à la fois au cœur de l'Assemblée, ce qui est quand même pas rien, sur les plateaux médiatiques et aujourd'hui dans la rue. C'est-à-dire qu'il est en train de perdre une partie du reach, comme on dirait, dans l'espace digital, qu'il avait jusqu'à présent, post-campagne présidentielle, sur le terrain. Est-ce que ça veut dire qu'hier soir à 20h, vous avez vu un nouveau Jean-Luc Mélenchon ? Attendons dans le style. Attendons de voir les prochaines séquences. La réalité, c'est qu'aussi, dans les différents visuels que vous avez montrés, un 20h, c'est particulier. Enfin, les autres vidéos où il haranguait les journalistes, il était sur son terrain, à l'extérieur, en meeting, dans des manifs, avec ses militants autour. Il était, on l'a vu, dans son bureau, en train de faire ses vidéos YouTube, alors que la vidéo d'hier soir, c'était en tête-à-tête avec Gilles Boulot. Il y a un parallèle avec le président dimanche soir à 20h ? Dans son idée ? Je ne sais pas. Hein, là, je vous pose une question vraiment de communication. Est-ce que, du coup, il faut peut-être être habillé différemment, une coupe de cheveux différente, un verbe différent, une attitude différente ? C'est une vraie erreur qu'on a vue déjà lorsqu'il est venu en face d'Édouard Philippe, c'est-à-dire dans l'émission qui n'est pas dans ce groupe, mais qui finalement, là aussi, posait question sur le doute. On a l'impression qu'il était super copain. C'est-à-dire que le grand opposant, le garçon de la rue qu'on a vu tout à l'heure, le défenseur des opprimés, Robin des Bois, s'est transformé en quelqu'un qui appartient à un salon. Et là, je trouve qu'hier soir, il arrive costumé, alors que finalement, on a envie de le voir justement en anti-Macron. S'il est anti-Macron, il faut qu'il vienne en anti-Macron. Il faut qu'il reste anti-Macron. Il n'est pas là, il sort de chez le coiffeur, comme vous le disiez. Voilà. Il a changé de costume, il a une très belle cravate, il est très bien serré, le nœud est bien fait. On n'attend pas ça. Mais en même temps, c'est intéressant parce que il a démontré qu'il était un formidable tribun. Cette campagne a été assez formidable pour lui. On lui a attribué des qualités fortes de prise de parole, d'opposition, Et aujourd'hui, quelque part, peut-être qu'il a besoin de s'institutionnaliser, de montrer qu'il peut aussi être un homme politique avec une cravate, un costume, une nouvelle coupe de cheveux, qu'il est capable de parler posément et d'analyser des situations avec calme et retenue. Alors peut-être qu'il a besoin de montrer cela. Moi, je pense qu'il faut attendre les prochaines séquences pour savoir s'il y a un virage stratégique ou pas. Alors, pour la cravate, ça lui avait coûté à l'Assemblée nationale d'adopter le même registre vestimentaire, l'absence de cravate,
que ses camarades lorsqu'ils avaient décidé de manifester ainsi leur différence. Hein. Donc le port de la cravate, il revient à son registre assez naturel. Mais moi, je me demande, en plus, quand je le vois comme ça, quelle sera la prochaine métamorphose. En même temps, de Mélenchon, ça prête à ironie et ça montre les palettes, la richesse des palettes d'un personnage complexe. Maintenant, ce à quoi on a assisté, parce qu'il n'y a pas seulement la cravate et la chevelure, c'est quand même un homme modéré, presque un peu embarrassé. Reconnaissant ses erreurs. C'est vrai, ça va pas très bien. Des faiblesses. Ça va mieux et tout. Alors, en fait, on a eu il n'y a pas de surenchère ni verbale, ni de Mélenchon et de la France insoumise sur fond d'ascension. Et puis ensuite, on est en train d'assister, et là il espère ne pas descendre plus bas, c'est son problème, on verra, mais on vient d'assister depuis environ 3 semaines, un mois, à une descente de France Insoumise en crédibilité, en présence, en légitimité de France Insoumise de Mélenchon, et ça donne ça. Donc on va pas si bien que ça. Oui, alors, je vous propose de faire une petite page de publicité. On revient sur Jean-Luc Mélenchon et puis on parlera vraiment d'une déclaration qui est passée quasi inaperçue. Il s'agit de la ministre de la Défense. Vous allez voir, c'est très, très intéressant.